enquête a été publiée aujourd'hui sur les fonds verts qui ne sont pas si verts que ça, et d'ailleurs un certain nombre d'institutions financières ces dernières semaines se sont rendues compte que les fonds qu'elles proposaient comme étant verts devaient être classés dans d'autres catégories. Je ne rentre pas dans les détails de la réglementation européenne, mais qu'est-ce que ça dit finalement sur la finance durable et sur sa capacité à avoir un vrai impact? Le premier déterminant de la finance durable n'est pas de savoir si elle est durable, mais d'être extraite de l'agitation médiatique. Voilà, c'est ça le premier terme du terme. Dit autrement, quand on veut faire un fonds durable, la première question qu'on se pose, c'est pas est-ce que mon fonds résiste dans un monde où les émissions baissent de 5% par an. Or, c'est ça, un fonds durable. D'accord ? Je vous ai dit, un monde durable, c'est un monde qui jugule le changement climatique, et un monde qui jugule le changement climatique est un monde où les émissions baissent de 5% par an. Donc un investissement durable, une société durable, c'est une société qui flotte toujours dans un monde où les émissions baissent de 5% par an. D'accord ? Physiquement, c'est ça qui doit se passer. Est-ce que c'est comme ça que le problème est pris? Absolument pas. Le problème est pris comme je vais dire que c'est durable pour que les activistes se flattent et que les clients continuent d'acheter en n'ayant pas l'impression qu'ils contribuent au malheur du monde. Voilà, c'est ça, un fonds durable. Évidemment que quand c'est ça, le cahier des charges d'un fonds durable, de temps en temps, on se fait rattraper par la patrouille. C'est pas très étonnant. Alors la patrouille, là, ça a été un article du Monde. La patrouille sera peut-être, j'espère, de plus en plus les étudiants qui sont pas complètement crétins et qui auront faire 3 calculs d'ordre de grandeur et se rendre compte qu'on raconte des carabistouilles et qui du coup refuseront d'aller dans les endroits qui racontent des carabistouilles, parce que c'est le seul pouvoir qu'ils ont en pratique, hein, c'est de refuser d'aller là où on raconte des carabistouilles. Et très honnêtement, je vais vous dire que moi je les encourage à faire ça, parce que je pense que les entreprises, la mienne compris, hein, n'innovent que sous la contrainte. Et pour le moment, le secteur financier n'est pas assez contraint pour faire des choses vraiment audacieuses. Bien, c'est sur cet appel à la contrainte qui, j'imagine, suscitera des débats à toutes les tables que nous allons clore cette interview sous le langage de la vérité. Merci Jean-Marc Jolion. De la température. Mais je crois que c'est une erreur logique, éthique et même esthétique. C'est rater en réalité la dimension systémique et symbolique du problème auquel nous faisons face. Pour le dire simplement, diriger l'extincteur sur le sommet des flammes n'a jamais éteint un feu. Non seulement parce qu'il y a de très fortes corrélations entre les sous-ensembles du système physique qui nous intéressent, mais de façon plus importante, parce que ce qui pose vraiment problème aujourd'hui, c'est la finalité plus que la modalité. Ce que je veux dire, c'est que nous avons fait de l'éradication du vivant, que ce soit pour établir un parking de supermarché ou une antenne de 5G, notre objectif. Et donc, peu importe la manière dont on le fait, peu importe que ce soit avec des bulldozers bio-équitables ou non, in fine, ça ne change rien. Si vous avez rasé la forêt, vous avez rasé la forêt. Le séisme sociétal dans lequel nous nous trouvons doit être, je crois, pensé en termes axiologiques, c'est-à-dire en termes de valeurs. Et tout le reste en découle. Alors, soyons clairs et explicites, je suis content d'être là ce soir, et je ne cherche pas du tout à vous dénigrer. Il n'en demeure pas moins que la surenchère affirmatrice n'a aucun intérêt. Donc, amicalement, si nous échangeons, n'est-ce pas, ça n'a de sens que dans l'optique d'un décadrage. Ça n'a de sens que si on se met en difficulté, sinon, à quoi bon? La seule exigence qui, je crois, devrait nous guider, c'est de ne pas prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Pour une fois, si on faisait preuve d'un peu de décence et de dignité. Pour une fois, si on essayait de penser au-delà de l'anecdote et du dérisoire. Pour une fois, si on essayait de se montrer à la mesure du défi sans précédent, je pèse mes mots, auquel nous sommes confrontés. Alors certes, ne reprochons pas aux ingénieurs de réfléchir à partir de leurs compétences.
ne reprochons pas non plus à tel ou tel penseur de la catastrophe ces éventuelles incohérences. D'abord, parce que justement, c'est exactement ce que nous nous efforçons d'expliquer. Le problème n'est pas une affaire de bon ou de mauvais comportement individuel. Ce n'est pas cela. Nous expliquons très exactement que ça n'a aucun sens de plaider pour des comportements vertueux dans un système fondamentalement vicieux. Ça ne peut pas avoir lieu. Que tel ou tel lanceur d'alerte exhibe une manière d'être qui n'est pas celle dont il ou elle se fait l'éloge, ça ne montre qu'une chose en réalité, c'est précisément que nous avons raison. C'est tout sauf une contradiction. C'est une démonstration de plus de ce que l'initiative personnelle et individuelle n'est plus la question. Dans une architecture sociétale où précisément nous sommes collectivement conduits vers l'insensé. Et ensuite, sérieusement, juste une fois, est-ce qu'on ne peut pas être un peu intelligent? La question n'est pas de savoir qui il faut aimer, c'est de savoir qui il faut écouter. Que Greta ait acheté une salade sous plastique, que Janko ait maintenant un téléphone portable, que Pablo ait recouru à une comparaison malheureuse, ou que Barreau n'utilise pas une clepsydre pour mesurer le temps. Et c'est tellement pas le problème. Est-ce qu'on peut essayer de sortir un peu du règne, du dérisoire et du futile que Debord dénonçait dans sa société du spectacle? Et pour ceux qui sont encore bloqués sur la ritournelle gourou, je voudrais juste dire qu'en ce qui me concerne, j'ai rien à vendre. Je refuse de faire la promotion de mes derniers livres, aux grandes dames d'ailleurs de mon éditeur, pardon. J'ai pas d'ambition politique. Je ne demande pas à quiconque de me suivre, d'ailleurs je ne sais même pas moi-même où je vais. Je n'ai aucun intérêt personnel à prendre parfois un peu de mon temps pour réfléchir avec vous aux conséquences de notre inaction commune. Je n'accepte pas les dons, je vous le dis tout de suite. J'ai fermé les réseaux sociaux et je fuis les interviews et les portraits. Alors, si certains ne parviennent pas à comprendre que la question qui nous intéresse tous ici, donc, je vous le dis tout de suite, j'ai fermé les réseaux sociaux et je fuis un peu de mon temps pour réfléchir avec vous aux conséquences de notre inaction commune. Je n'accepte pas les dons, je vous le dis tout de suite. J'ai fermé les réseaux sociaux et je fuis les interviews et les portraits. Alors, si certains ne parviennent pas à comprendre que la question qui nous intéresse tous ici ce soir dépasse les petites mesquineries individuelles, c'est leur problème, pas le nôtre. Alors revenons à ce qui compte. Je crois qu'une manière simple de comprendre le problème pourrait consister à montrer que notre situation actuelle est de façon certaine intenable. On peut le voir de plein de manières différentes. Par exemple, en notant que la courbe, ce que je disais tout à l'heure, des prélèvements est au-dessus de celle des ressources. Par exemple, en voyant que les seuils de relaxation sont aujourd'hui dépassés. Par exemple, en comprenant que les points dits de non-retour sont atteints bien plus vite que prévu. Par exemple, en soulignant cette évidence, les stocks d'énergie s'épuisent. Par exemple, en remarquant que les conditions d'habitabilité de la planète sont, de l'aveu même des biologistes, en passe d'être détruites. Par exemple, en rappelant qu'une rétroaction positive, ce qui est essentiellement à l'œuvre aujourd'hui, en physique, c'est ce qu'on appelle une instabilité. Tout ceci relève de la bonne logique scientifique la plus élémentaire. Un organisme danois, d'ailleurs, a récemment identifié, de façon un peu arbitraire mais raisonnable, une cartographie des différents processus d'équilibre globaux indispensables à la vie sur Terre. Sur plus de la moitié d'entre eux, nous sommes déjà dans une situation d'instabilité qu'on peut qualifier de vraisemblablement irréversible. Chute de la biodiversité, ce qui est un très vilain mot en réalité pour désigner la disparition de la vie. Stérilisation des sols, c'est-à-dire déforestation, érosion, artificialisation. Interruption des cycles biogéochimiques, pensez en particulier au phosphore, qui est indispensable à tout ce qui vit. Dérèglement climatique, acidification des océans et perte des espaces habituels. C'est d'ailleurs une cause majeure d'effondrement de la vie. Les vivants meurent
parce qu'ils n'ont plus de lieu pour vivre. J'ai discuté avec des ministres, par exemple, qui ne savaient pas ça. C'est un peu embêtant quand on est vivant meurt parce qu'ils n'ont plus de lieu pour vivre. J'ai discuté avec des ministres, par exemple, qui ne savaient pas ça. C'est un peu embêtant quand on est à la tête d'un pays. Alors, remarquez juste en passant que c'est un peu terrible dans la liste que je viens d'évoquer de mentionner la biodiversité comme une cause parmi d'autres des problèmes auxquels nous faisons face. En fait, la chute de la biodiversité, c'est-à-dire littéralement la disparition de la vie, c'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est ça le problème, c'est que la vie se meurt. C'est très curieux de le comprendre et de l'analyser comme si c'était simplement un des rouages de la catastrophe systémique. Ce que j'aimerais ajouter, face à ce constat implacable, c'est que la situation, me semble-t-il, est plus insensée encore. Car quand bien même elle serait tenable, ce qui n'est pas le cas, j'y insiste, elle ne l'est pas du tout, quelle que soit la manière dont on l'analyse. Mais quand bien même ça serait le cas, elle ne me semble pas non plus souhaitable. Et ça, c'est peut-être le plus important, parce que ça nous donne une seconde raison, peut-être plus enthousiasmante, pour mener l'indispensable révolution. J'insiste un instant sur ce point. Ne pas confondre le tenable ou le durable et le souhaitable est indispensable. Ça n'a rien à voir. C'est une faute catégorielle. Vous savez que les régimes politiques les plus durables à l'échelle de l'histoire ont bien souvent été les plus brutaux. Vous savez que les croyances les plus pérennes ont bien souvent été les plus délirantes. Qu'un État puisse perdurer ne signifie pas du tout qu'il soit éthiquement, esthétiquement ou épistémiquement louable. C'est une question qui n'a rien à voir. Pour le dire de façon très claire et insister, les 1000 milliards d'animaux que nous tuons chaque année, dans des conditions souvent épouvantables, et la plupart du temps en les ayant, ce qui est encore plus grave d'ailleurs, privés de vie avant la mort. Serait-il sans importance, sans valeur, sans conséquence, si la situation était pérenne? Les 800 000 personnes que j'évoquais tout à l'heure, êtres humains, qui meurent chaque année en Europe de la pollution, seraient-ils sans importance s'ils étaient compensés par le même nombre de naissances? C'est insensé. Donc faites attention, qu'une situation soit durable ne signifie pas qu'une situation est souhaitable. La nôtre n'est ni durable ni souhaitable. Donc la question, ce n'est pas comment y arriver. La question c'est à quoi. Je vous permets un exemple. Il y a quelques jours, dans un environnement d'élèves des grandes écoles comme vous, j'assistais en spectateur à une table ronde sur l'intelligence artificielle. Les geeks biophobes du moment. Ça frétillait, c'est le mot, devant ces algorithmes qui améliorent le ciblage publicitaire. Les participants à la réunion, c'était des universitaires, donc des gens bien. Je plaisante. Ils étaient conscientisés. Autrement dit, la plupart des participants ont dénoncé et déploré la consommation électrique des data centers. Ils voulaient, disait-il, et disait-elle, verdir tout cela. Super. Peut-être même que vous, en tant qu'élève centralien, vous ajouteriez que même si on passait au solaire, à l'éolien ou à l'hydraulique, il y aurait des pollutions indirectes. Et vous auriez raison. Mais c'est pas ça le problème. Il n'y a eu aucune interrogation à cette longue table ronde sur le sens de tout ça. Plus de publicité ciblée. Ça veut dire, sinon on ne le ferait pas, plus de consommation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Des propositions de contenu qui sont maintenant échafaudées pour maximiser le recouvrement avec ce qui est déjà cru. C'est comme ça, comme vous le savez, que marche l'algorithme de YouTube. Autrement dit, on va proposer des vidéos disant que la Terre est plate aux platistes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Des CV qui commencent à être lus par des programmes de façon à uniformiser les recrutements des grandes entreprises. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Une finance mondiale qui est presque entièrement aux mains de logiciels dont plus personne,
c'est littéral, ne sait comment il fonctionne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Un monde où les artistes sont remplacés par des programmes qui, quand on les regarde, en fait, ne font qu'interpoler entre des contenus déjà répertoriés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Un univers où tout est tellement prédictible et déterministe que c'est finalement la possibilité même d'une bifurcation qui s'évanouit. Quel manque de sérieux de notre part. Que l'intelligence artificielle puisse aider ici et là, c'est vrai, par exemple, au diagnostic médical. C'est vrai, et c'est évidemment bienvenu. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une analyse de la balance bénéfice-risque. On ne peut pas écarter une catastrophe systémique au profit de quelques bienfaits ici et là. C'est un raisonnement extraordinairement immature qu'on ne tient jamais dans les autres sphères de notre intellection. D'ailleurs, entre nous, le concept même d'intelligence artificielle, c'est quand même une immense escroquerie. Il faudra peut-être plutôt appeler ça une inintelligence algorithmique. Un ami à moi, un excellent expert très reconnu de cette discipline, a récemment conclu que la seule évolution vertueuse pour l'IA, c'est le démantèlement de l'IA. Mais il faut une sacrée intelligence, et une intelligence humaine, celle-là, pour parvenir à le voir et pour parvenir à le dire contre ses intérêts. C'est pour ça qu'on a, je crois, le courage. De plus, et pour en finir sur ce point, l'intelligence artificielle est par essence, dans la manière dont elle est codée, elle est par essence non disruptive, structurellement. Elle constitue donc l'archétype du type de pensée, si l'on peut dire, qui ne peut pas nous aider dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais vous verrez, bientôt même les publicités de dentifrice seront indexées par une conception développée par une IA. Et ça marchera en termes de vente. Bon, je crois que dans cette situation, les ajustements n'ont aucun sens. La fameuse crise climatique, c'est un symptôme parmi d'autres d'un échec civilisationnel qui la dépasse infiniment. Se surconcentrer sur celle-ci comme s'il s'agissait d'un problème d'ingénieurs ayant des solutions d'ingénieurs, c'est peut-être l'erreur la plus grave et la plus grossière que nous puissions commettre. C'est une dernière variation sur le thème du « tout va bien se passer sans rien remettre en cause de fondamental ». Et c'est assez pathétique. Aujourd'hui, nous jouons une partie dont l'objectif est l'artificialisation globale du réel. Quelle que soit la manière de jouer, si l'enjeu n'est pas reconsidéré, l'issue n'a aucune chance de ne pas être tragique. Ce n'est pas faire preuve d'apocalyptisme, c'est l'analyse la plus triviale qu'on puisse développer. D'autant, je vous le rappelle, que les morts sont déjà innombrables et qu'il faut un sacré cynisme pour se dire que, in fine, on va s'en sortir. Dites-le à tous ceux qui sont déjà décédés, ils ne seront pas convaincus. Alors nos dirigeants, nos chefs d'entreprise commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. Il leur a fallu, semble-t-il, qu'ils le ressentent dans leur corps. C'est assez consternant, voire outrageusement coupable. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que pour la plupart, ils n'ont toujours pas compris l'essentiel. À savoir que tenter de cibler les conséquences sans avoir passé 2 minutes à travailler les causes n'a aucun intérêt. Toutes les astuces techno-débilo-nécrophiles, et c'est quand même un euphémisme, parce que pour s'exciter sur le métavers de la nouvelle arnaque numérique qui pique le pauvre, il faut quand même avoir le neurone sérieusement assez. Toutes ces astuces donc, sont totalement à côté de la plaque. En fait, elles entérinent une axiologie de réification qui a structurellement intégré comme prémisse la valeur nulle de la vie. Et c'est pas un truc philosophique fumeux que je vous dis là, vous le savez bien en économie. C'est une vérité factuelle de notre dogme économique. Voir les interventions de Jean Covici, par exemple, sur ce sujet. Alors tenter de nous faire croire, et on l'observe en ce moment, rempli de publicité dans le Figaro, de messages sur les immenses publics, que sous prétexte d'un très hypothétique et très marginal bénéfice médical, la grande mutilation en cours relève
d'un bienfait sociétal, c'est quand même un niveau de supercherie qui laisse rêveur et qui nous amuserait ou nous indignerait si nous l'observions dans une autre culture. Nous qui d'ailleurs sommes toujours si prompts à donner des leçons au monde entier. Pour la dernière fois, bien sûr, il y a d'autres causes que le réchauffement climatique à la disparition en cours de la vie sur Terre. Surexploitation, destruction des habitats, pollution, invasion biologique due aux espèces introduites par l'homme, etc. Mais le dire comme ça, c'est encore voire trop petit. La véritable étiologie, il me semble qu'il faut la chercher en amont, au cœur de notre ontologie, c'est-à-dire de notre construction du réel, dans notre fascination pour les rapports de domination et d'exploitation des humains et des non-humains. Alors, sous couvert de respectabilité, nous feignons de ne pas comprendre que nous sommes, nous autres, occidentaux, la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. On le redit, nous sommes, vous, moi, la civilisation la plus meurtrière, du point de vue de la biosphère, qui a jamais habité cette planète. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une posture, c'est un fait. En résumé, quelles que soient nos convictions et nos désirs, il est acté que le monde tel qu'il est ne tiendra pas. Mais ce n'est qu'un petit bout de la question. La partie intéressante est, puisqu'il faut qu'on le veuille ou non, laquelle allons-nous mener? Est-ce qu'on va s'embourber dans une dernière éjaculation nihiliste de plaisirs mortifères et prédateurs, user de cette contrainte pour nous interroger sur ce qui est véritablement désiré? Il y a quelques jours, avant-hier je crois, le journal universitaire La Conversation titrait pour l'un de ses articles « Sortir du capitalisme, condition nécessaire mais non suffisante face à la crise écologique ». C'est tout à fait exact. Nous sommes ici face à quelque chose qui est plus profond qu'une simple nécessité de renouvellement du système économique, ce qui pourtant semble déjà infaisable à la plupart de nos dirigeants. De grâce, si vous réfléchissez à ces questions, dites-vous bien que même les plus grandes remises en cause sont encore trop petites. Nous vivons quand même dans un temps, n'est-ce pas, où l'accueil d'un malheureux bateau de réfugiés fait polémique, alors même qu'aujourd'hui même, on révèle qu'une enquête accablante montre que les secours français ont, l'année dernière, spécialement laissé se noyer des dizaines de pauvres gens qui tentaient de survivre en mer. Alors, bien sûr, on peut moquer la bêtise de Trump ou le bellicisme de Poutine. Très bien, j'applaudis, je soutiens, on ne les aime pas. Mais le sale, c'est quand même ici aussi, en notre nom et avec notre aval. Et je ne vois pas que l'évolution de l'opinion publique pousse aujourd'hui vers une épiphanie d'entraide, de commun, de déconstruction et de partage, tout au contraire. Alors soyons, pour aller vers la fin, un peu plus spécifiques et revenons au cœur de ce qui nous intéresse. Je crois qu'il y a deux enjeux fondamentaux. Le premier consisterait à bien identifier, si l'on peut dire, le système prédateur. En ce sens, je trouve que les travaux de Catherine Thomas sont particulièrement intéressants. Et par d'autres voies, d'ailleurs, j'étais arrivé à peu près à la même conclusion qu'elle. Il repose sur un constat. Globalement, aujourd'hui, la technique tue. Naturellement, je l'ai dit une dernière fois, on pourra toujours trouver ici et là quelques